Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dague, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Plus vous êtes quelqu'un qui allait vivre l'espérance au quotidien, plus vous allez aussi raviver l'espérance chez ceux qui sont autour de vous. Et ça, je crois que pas à pas, comme ça, c'est comme ça qu'on transforme l'atmosphère d'une société. Et c'est ça que je trouve passionnant. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi j'essaye de travailler avec le projet Imagine. Utiliser le gros micro, celui des médias, pour diffuser à grande échelle des messages qui nous montrent à quel point tout est possible et à quel point nous pouvons être des belles personnes individuellement et collectivement. Et donc, à partir de là, oui, nous pouvons réinventer totalement le futur et même le présent que nous vivons. Et ça, c'est vraiment porteur. Frédérique Bedos est journaliste et réalisatrice. Sa carrière médiatique a débuté à New York. Elle a appris sur le tas, car en effet, sa formation d'historienne de l'art et spécialiste en égyptologie ne l'avait pas préparée à ce métier. Elle a ensuite exercé au UK et partout dans le monde, France inclus également. Elle a quitté le monde de la télévision et de la radio en 2008 pour fonder le projet Imagine. C'est la seule ONG d'information au monde. J'avais entendu parler de Frédérique et de son histoire touchante. J'avais vu l'excellent documentaire Des femmes et des hommes qu'elle avait produit. Je trouvais le projet Imagine très inspirant. J'étais admirative de son parcours et de ses engagements. Quel honneur de pouvoir l'interviewer pour le podcast Le Son de Victoire. Je suis ravie de partager avec vous cet échange dans lequel Frédérique Bedos partage l'essence et le sens du projet Imagine pour une société remplie d'espérance, solide et pacifiée. Nous avons abordé l'égalité homme-femme dans le monde, ce fragile équilibre remis en cause par les crises. C'est un sujet que Frédérique porte depuis 2013. C'est pour cette raison que nous vous la présentons comme une experte dans ce podcast. Vous nous entendrez également aborder l'enfance de Frédérique avec la présence de ses parents, véritables héros humbles, son ressenti de femme journaliste et de fondatrice d'ONG qui doit s'affirmer, s'imposer pour faire respecter son travail ou pour lever des fonds. C'est une conversation avec une femme ambitieuse que je vous propose à présent d'écouter. Bonjour Frédérique. Bonjour Perrine. Je voudrais plonger dans le bain tout de suite et vous rebasculer un petit peu en enfance. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vouliez faire comme métier plus tard ? Ah oui, alors ça, je sais très bien. Je rêvais d'être égyptologue. C'est vraiment le métier... Voilà, en fait, ça allait avec le côté aventurier. Je pense que je rêvais d'aventure, je rêvais de grands espaces. J'étais aussi une fan d'Agatha Christie, alors évidemment, Mort sur le Nil, etc. Et donc, je rêvais de faire ce métier avant même de savoir qu'il existait. Donc, je disais souvent, quand j'étais petite, on me posait la question, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Et je disais, je voudrais être archéologue spécialisée dans l'Égypte ancienne. Jusqu'au jour où... un monsieur m'a entendu dire ça, c'était un vieux monsieur, et il a dit donc tu veux être égyptologue. Et je l'ai regardé avec des yeux ronds, croyant qu'il se foutait de moi, qu'il venait d'inventer un nouveau mot. Et après, je suis allée voir dans le dictionnaire et j'ai découvert que le métier dont je rêvais existait. Et voilà. Et vous avez fait des études quand même dans cette direction-là ?
Exactement. En fait, toute mon enfance, j'ai fait en sorte de travailler à l'école avec cette idée fixe de me dire demain tu seras égyptologue. Et donc à chaque fois que je montais de classe, que je changeais de classe et qu'il fallait choisir des options, je les choisissais en prévision de l'égyptologie, en me disant est-ce que ça peut être utile à l'égyptologie, etc. Et donc dès que j'ai eu mon bac, je trépignais d'impatience. Ça faisait des années et des années que je rêvais de cela. Et donc j'ai quitté les Hauts-de-France, qui sont la région dans laquelle j'ai été élevée. J'ai quitté précipitamment cette région pour partir à Paris, pour m'inscrire à l'école du Louvre, parce que l'école du Louvre était la seule école qui permettait de se spécialiser dès la première année. Moi, j'étais impatiente, et donc je pouvais commencer tout de suite des modules spécialisés en égyptologie dès la sortie du bac. C'est ce que j'ai fait. Je vous ramène au temps présent et on se retrouve dans une salle de réunion. Vous ne connaissez pas les autres participants et vient votre tour de vous présenter. Qu'est-ce que vous dites ? Alors je dis bonjour, je m'appelle Frédérique Bedos, je suis journaliste et j'ai créé il y a quelques années une ONG unique en son genre qui s'appelle le Projet Imagine, qui est la seule ONG d'information au monde. J'adore, très bien, très clair. Aujourd'hui, votre objectif du coup professionnel, quel est-il ? Eh ben, c'est de faire en sorte que cette aventure, qui est une véritable aventure entrepreneuriale, parce que créer une ONG, c'est vraiment être entrepreneur, mais c'est au service du bien commun, c'est philanthrope, c'est véritablement faire en sorte que la mission que mène cette ONG puisse rayonner le plus possible. Parce que moi, je suis quelqu'un de très ambitieux dès lors que j'estime que ça vaut la peine. Donc, je pense véritablement que la société a besoin de se pacifier. Pour cela, elle a besoin de valeurs solides. Elle a besoin d'espérance aussi. Et c'est tout ce qu'essaye de porter cette ONG. Et donc, puisque je pense que la société en a besoin, alors je mets toutes mes forces pour que le plus de gens possible puissent avoir accès à cela. C'est vraiment ça mon but. C'est quoi vos actions concrètes ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Eh bien, en fait, le projet Imagine, c'est une ONG donc très singulière dans son positionnement. Comme je l'ai dit, c'est une ONG d'information. Son slogan, c'est de l'inspiration naît l'action. Et en fait, ce slogan met bien en lumière nos deux pôles d'activité. D'un côté, l'inspiration, eh bien, c'est le pôle médiatique de l'ONG. Nous produisons des contenus audiovisuels qui vont permettre de décrypter le monde avec beaucoup plus d'espérance, avec un regard tourné vers le futur de manière constructive, persuadé que même quand on aborde une situation qui peut être difficile, voire même dramatique, nous restons toujours persuadés que on peut y remédier, on peut améliorer la situation et même le meilleur est à venir. Et pour cela, eh bien, l'idée, c'est que chacun, chacune, nous comprenions que nous avons un rôle précieux à jouer. Et donc, avec nos contenus audiovisuels, avec nos films, nos reportages, nos documentaires, nos émissions de télé, nous donnons véritablement l'envie d'agir, l'envie de se lever de son fauteuil, pour chacun et chacune. Une fois que les gens ont envie d'agir, l'idée, c'est pas de s'arrêter là au milieu du gué, parce qu'autrement, ça va retomber comme un soufflet. On ne sait pas par quoi commencer, comment il faut faire, etc. Et donc, c'est là où on arrive dans le pôle action. Nous conceptualisons des programmes d'accompagnement vers l'action pour aller à la rencontre des citoyens sur le terrain et peu à peu, eh bien, favoriser l'émergence d'une culture de l'engagement, d'une culture de la solidarité et d'une culture de la paix. Et donc j'insiste sur ce mot culture parce que finalement la bataille que mène cette ONG, c'est une bataille culturelle et en fait ça demande donc du temps. C'est comme pour l'agriculture, c'est une acculturation. Donc d'un côté il y a des films qui peuvent agir comme des brise-glaces à un moment très ponctuel, vraiment vous amener à avoir une prise de conscience, vous donner l'envie de vous lever de votre fauteuil. Et puis ensuite eh bien, dans un programme qui va demander du temps, qui va vous permettre de baigner dans des valeurs humanistes, des valeurs universelles, et qui vont vous permettre peu à peu de mieux découvrir tout ce que vous pouvez apporter au monde, eh bien, voilà, dans le temps, peu à peu, on va mettre en place cette culture. C'est dans cette dialectique-là que s'opère la mission du projet Imagine. C'est très riche. Et dans les documentaires que j'ai vus, il y en avait 2 en particulier sur le sujet de la mixité, qui est le sujet de ce podcast, entre autres, qui étaient des femmes et des hommes qui traitent de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle mondiale, et un autre sur l'égalité homme-femme dans la sphère professionnelle. Donc j'imagine que ça fait partie vraiment des sujets sur lesquels vous avez travaillé, vous êtes documenté. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, avec cette ONG d'information,
On essaye donc toujours de trouver quels vont être les sujets, les thématiques qui vont encore une fois pouvoir nous permettre d'élever notre regard, de sortir par le haut malgré les problématiques et être inspirante et encourager vers l'action. Et c'est vrai que la question de l'égalité homme-femme, c'est une thématique qui est venue me percuter il y a longtemps. On était assez précurseurs sur le sujet, c'était bien avant MeToo et tout cela. La preuve en est, j'ai commencé le tournage de ce film en juillet 2013. Et j'avais eu l'idée en mars 2013. En mars 2013, j'avais été invitée par les Nations Unies à Genève à prendre la parole dans le cadre du Conseil des droits de l'homme. Et à un moment, alors que j'étais dans les couloirs du Palais des Nations Unies, je suis tombée sur un discours de Ban Ki-moon. Oui, c'était Ban Ki-moon. Non, c'était pas Ban Ki-moon à l'époque. Si, c'était Ban Ki-moon, je me souviens plus. En tout cas, c'était le secrétaire général de l'ONU qui donnait un grand discours et qui était retransmis donc dans les télévisions, dans les couloirs de l'ONU. Et dans ce discours, à un moment, il parle des objectifs du millénaire du développement, qui étaient donc à l'époque, ces objectifs devaient arriver en 2015. Donc là, on était, je vous le rappelle, en mars 2013, et il explique que sans doute que nous ne réussirons pas à l'échelle planétaire à atteindre ces objectifs, notamment parce qu'on recule un peu partout dans le monde sur la question des droits des femmes. Et ça m'a percuté parce que il est évident, je pense qu'on a tous conscience qu'il y a d'énormes progrès à faire sur la question des droits des femmes partout dans le monde, mais je pensais qu'on avançait, qu'on était en train de progresser pas à pas. Et là, en fait, le secrétaire général de l'ONU nous fait part du fait qu'on recule. Et ça m'a vraiment percuté. Je me suis dit, je suis journaliste, je suis quelqu'un qui est sans arrêt en train de s'informer. Je pense être quelqu'un d'assez au fait des situations. Et pourtant, je ne vois pas ce qu'il veut dire par là. Et à ce moment-là, c'est venu triturer mon esprit. Je me suis dit, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que ça signifie sur le terrain en termes de recul. Voilà, comment ça se traduit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'idée de faire ce film. Et dès juillet, on commence le tournage. Et ça nous a demandé un peu plus d'1 an de tournage, toujours donc dans le cadre de cette ONG. Donc à l'époque fait avec très peu de moyens. On a eu 18 équipes qui se sont relayées bénévolement pour permettre à ce film de pouvoir se faire. Et puis après, donc il y a eu un énorme travail de post-production qui a donné donc naissance à ce long métrage. C'est un film qui dure 1h45 dans sa version cinéma. Et ce qui est fou, c'est que alors que à l'époque vraiment c'était pas un sujet qui faisait la une de l'actualité, eh bien dès que le film est sorti en janvier 2015, eh bien il a reçu une reconnaissance au plus haut niveau, puisque les Nations Unies à Genève, les Nations Unies à New York, l'UNESCO, Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat ont désiré présenter ce film. Et du coup, ça a mis beaucoup de lumière. Il a été sélectionné au Festival de Cannes et de nombreuses chaînes de télé un peu partout dans le monde ont voulu le diffuser, ce qui fait que aujourd'hui, au moment où on se parle, ce film a déjà été vu par 55 millions de gens. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de l'impact des médias et le caractère si important d'utiliser ce gros micro, de l'outil médiatique pour faire passer des messages qui sont des messages qui nous permettent à tous de prendre conscience pour ensuite pouvoir s'engager, quoi. C'était vraiment ça. Et en revanche, l'autre film, ce film qui parle donc de l'égalité homme-femme dans la sphère professionnelle, c'est un film qui finalement découle de ce film des femmes et des hommes. C'est-à-dire que le film des femmes et des hommes a une il se fait vraiment de manière très macro, il a une vision très macro, planétaire, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais certaines interviews qui étaient très intéressantes, mais qui étaient tellement spécifiques, peut-être trop précises, leur scope d'expertise était trop précise pour le film qui lui était trop macro. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser ces rushs-là pour faire ce film de 20 minutes qui, en fait, a représenté la France de manière officielle lors du Global Summit of Women qui, pour la première fois, avait lieu à Paris. Et donc, à l'époque, c'était Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre des droits des femmes et qui m'avait appelée en me disant « Je sais que tu travailles
un film sur l'égalité homme-femme. Est-ce que tu aurais quelque chose à présenter pour représenter le pays là-dessus? Et donc j'ai dû mettre le turbo, mais j'ai finalisé cette version, ce film donc qui dure 20 minutes, mais qui continue lui aussi d'attirer beaucoup d'attention. Il continue d'être utilisé dans beaucoup de colloques, etc. C'est super intéressant, quoi. Voilà. Et les années ont passé, est-ce que vous avez suivi ce sujet-là, et est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué? Oui, alors je suis d'autant plus le sujet que ce film des femmes et des hommes continue de tourner partout dans le monde, sans arrêt, sans arrêt. On a des événements qui sont organisés autour avec des débats, etc. Parce que c'est un film qui est très utile comme passerelle pour amener de la réflexion, des échanges, des débats, des partages, etc. Et donc c'est ça qui est terrible, c'est que 5 ans ont passé et le film est toujours d'actualité. Donc évidemment que j'espère qu'il le sera plus bien longtemps, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et en revanche, oui, il y a des choses qui ont évolué, mais le fait que ce film reste d'actualité, c'est sans doute parce que la question des droits des femmes, c'est une question qui est très évolutive, voire volatile. C'est-à-dire que les droits des femmes sont extrêmement fragiles. Et donc, vous allez voir des progrès et des reculs qui vont sans arrêt évoluer sur la planète. Vous allez voir qu'à un moment, ça va beaucoup progresser dans tel territoire, mais au même moment, il va se passer un clash ailleurs. Il faut savoir que dès qu'il y a une crise, quel que soit le type de crise sur un territoire, une crise politique, une crise économique, une crise financière, etc., à chaque fois qu'il y a une crise, la première des choses qui se passe, ce qu'on constate sur le terrain, c'est un recul significatif des droits des femmes. C'est presque automatique. Donc du coup, c'est très très fragile. Donc même si je pense que ces dernières années, la grande révolution sur cette thématique-là, ça a été évidemment le mouvement MeToo, qui a été une lame de fond, qui a tout de suite, voilà, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après, et donc ça c'est formidable. Mais pour autant, n'utilisons pas MeToo pour croire qu'on est sorti de l'auberge, parce que loin de là. Ce que je pense, c'est que heureusement les féministes et toutes celles qui sont autour de MeToo, etc., justement, ont bien compris que la vigilance devait être accrue et qu'on était loin d'avoir fini le combat. Mais voilà, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que le combat pour l'égalité, que ce soit l'égalité homme-femme ou pour tout autre type d'égalité, en fait, dès lors qu'on demande justice, dès lors qu'on a des velléités d'obtenir justice sur telle ou telle thématique, eh bien c'est un combat. Et donc il faut se rendre compte que la justice, c'est ce qui amène la paix, mais pour arriver à cette paix, eh bien il faut se battre. Il faut s'engager, il faut y aller. Et donc c'est tout le paradoxe, mais la paix s'obtient avec le combat. Alors évidemment, je pense que c'est très très important de trouver des manières de combattre de manière pacifique, non violente, mais il n'empêche que ça veut dire qu'il faut de la détermination, de la conviction, de la persévérance, parce que ce sont des combats qui durent, qu'il faut jamais lâcher. Et voilà, donc c'est très très important. Donc il y a des choses qui se passent, ça bouge, ça évolue, mais ça reste extrêmement fragile et il faut en avoir conscience. Comment est-ce que vous gardez-vous la motivation au cours des années, en fait, pour que vous puissiez avoir toujours cette énergie de vous battre pour que arrive la paix? Alors, pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui j'ai pas une nature nostalgique, donc je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup vers le passé, et du coup, je suis quelqu'un qui se projette toujours vers le futur. Et c'est vrai que là, après, je sais pas forcément l'expliquer, je pense que c'est une nature, mais c'est vrai que j'ai vraiment toujours cette sensation que le meilleur est à venir. J'ai toujours une espèce il y a quelque chose que je trouve très excitant dans l'idée du futur, quoi. Même en ce moment où on se rend bien compte que on est face à tellement de défis. Edgar Morin parle d'une situation de polycrise. Et c'est vrai que voilà, on voit ça devient écosystémique, donc c'est de plus en plus complexe. En plus, les conséquences sont exponentielles. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là, qui sont assez effrayantes. Et évidemment, ce qui chapeaute tout ça, c'est l'urgence environnementale, avec cette dégradation de l'écosystème, au niveau écologique, biodiversité, etc. Ça nous brise le cœur de voir tout ce qui est en train de se passer. Et donc tout ça pourrait nous donner l'impression que c'est foutu et que ça sert plus à rien, quoi. Et en fait, moi, je peux pas m'empêcher de me dire que quand je regarde l'histoire, c'est toujours faite par à-coups.
l'histoire, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça de manière rectiligne, on progresse. Non, on progresse d'un coup, puis on recule énormément, et puis d'un coup, hop, on reprogresse. L'histoire, elle se fait comme ça. Et souvent, le moment où on va vraiment faire un bond en avant, c'est souvent quand on est au pied du mur. Et donc, voilà, forte de cette, moi j'ai fait des études d'histoire de l'art et tout, donc du coup j'étais dans la préhistoire, l'archéologie, tout ça, donc c'est vrai que j'ai beaucoup, l'histoire me nourrit beaucoup dans mon métier de journaliste. Donc forte de cette expérience-là, de cette lecture-là de l'histoire, je me dis, ben au pied du mur, je pense qu'on commence à y arriver là. Hein. Et donc je ne peux pas imaginer que on va pas savoir réagir. C'est dommage d'en arriver là, mais puisque c'est comme ça. Et s'il y a une chose que j'aime dans notre humanité, elle peut être très énervante par bien des aspects, notre humanité, hein, dans sa manière de procrastiner, de vouloir, de faire preuve de déni, de refuser la réalité parfois par lâcheté souvent, hein, et les conséquences sont très lourdes, mais en même temps, elle est attendrissante et par beaucoup d'aspects, et surtout, nous sommes capables de nous réinventer sans cesse. Et ça, je crois véritablement que c'est lié, voilà, ça fait partie de l'ADN de notre humanité. Tout pétri de fragilité, de vulnérabilité, de multiples défauts, nous avons quand même aussi quelque chose de merveilleux qui nous habite chacun, chacune. Et c'est comme si, voilà, ces merveilles, ces richesses insoupçonnées qui nous habitent intérieurement, il faut trouver les mécanismes pour aller les réveiller, pour aller, en anglais, on parle de trigger, donc vraiment faire en sorte d'aller les trouver et de déclencher. Et je pense que chez chacun de nous, si on trouve vraiment cette fibre sensible, cette corde sensible, on est tous capables à un moment de donner le meilleur de nous-mêmes. Faut-il qu'on en soit convaincu, qu'on y croit ou qu'on soit touché, tout simplement. Donc je crois qu'il va y avoir un sursaut. Et en plus, une autre raison qui me donne de l'espoir, c'est que là encore, quand je regarde dans l'histoire, les grands changements, en règle générale, ne se sont pas faits grâce à des foules. Ils se sont faits grâce à une poignée de personnes, mais des personnes qui portaient un discours, une vision très forte, qui étaient charismatiques et qui étaient extrêmement déterminées. Et donc, ça veut dire qu'il suffit d'une poignée d'hommes et de femmes, voilà, qui vont pouvoir être locomotives et emporter les foules. Donc, moi, je le vois comme ça. Donc, je suis absolument optimiste. En revanche, eh bien, j'essaye de faire ma part pour pouvoir participer de cette dynamique qui va pouvoir nous emmener vers le meilleur. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire avec le projet Imagine. Et donc, en mettant en avant justement des hommes et des femmes qui n'ont pas attendu, qui sont d'ores et déjà les mains dans le cambouis, c'est ces fameuses personnes que j'appelle les héros humbles, ces héros humbles du monde entier qui, jour après jour, souvent dans l'ombre, de manière très discrète, font des choses exceptionnelles au service d'un monde meilleur. Quand on découvre leur parcours, leurs histoires de vie et surtout leurs actions, hein, on est complètement bluffé. On est bluffé, mais aussi on se reconnaît dans ces personnes parce que pour la plupart, elles nous ressemblent. Elles n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates ou de Jeff Bezos ou d'Elon Musk. Elles n'ont pas forcément donc ce genre de richesse. Elles n'ont pas forcément non plus le cerveau d'Einstein. Donc a priori, elles ont l'air très ordinaires, ces personnes. Et pourtant, donc en cela, elles nous ressemblent. Hein, et pourtant, elles font bouger les lignes de manière très significative. Et donc, elles nous montrent à quel point tout est toujours possible. C'est jamais trop tard. Et c'est dans nos mains. Si on rêve d'un monde meilleur, les amis, eh bien, c'est à nous de le bâtir parce que le monde, c'est nous. Et donc, ça peut pas se faire sans nous. Alors, je sais que je brasse des évidences en disant ça, mais en fait, quand on se remémore cela et quand on est à nouveau convaincu de cela, ça nous donne des ailes. Est-ce que vous auriez, parmi les personnes que vous avez mis en lumière, l'exemple et en mémoire aujourd'hui, une femme dans un milieu qui fait bouger les lignes et peut-être dans le monde professionnel pour que ça soit raccord avec ce podcast? Oh, il y en a beaucoup, hein, des femmes exceptionnelles. Alors là, pour le coup, moi, il y a une femme que j'aime beaucoup, dont j'ai voulu faire le portrait il y a longtemps déjà, et puis maintenant, donc tous les médias un peu s'en parlent de son histoire, et c'est tout à fait légitime. C'est Rada Hatem, qui est donc cette femme gynécologue qui travaille à la Seine-Saint-Denis et qui a créé la Maison des Femmes, et donc qui est vraiment au jour le jour en lien avec toutes ces
femmes fragilisées dans ces quartiers sensibles où elles sont souvent victimes de tellement de problèmes sociaux, sociétaux, ça vraiment dans l'ombre. Et donc vous avez cette femme, Rada Hatem, en tant que médecin, qui dans son cabinet et aussi dans la clinique où elle accouche, ces femmes se rendent compte de toutes ces problématiques voilà, qui percutent de plein fouet ces femmes fragilisées à de multiples niveaux et dans une précarité, pas seulement une précarité économique, hein, d'ailleurs, c'est aussi une précarité familiale, des situations d'isolement, ou alors pour certaines des femmes qui sont battues, sous emprise, des femmes qui sont migrantes et qui se retrouvent dans des situations difficiles au niveau de l'administration, sans papier, tout ça. Enfin, après il y a aussi toutes les histoires de traditions qui dans certaines banlieues, dans certains territoires fragiles, se font sous le manteau alors qu'elles sont interdites, du genre excision, etc. Enfin, voilà, toutes ces réalités qui existent sur notre territoire et où de nombreuses femmes se retrouvent complètement à la merci de destins qui peuvent paraître tout tracés, et vous avez cette femme qui vient s'interposer avec conviction, j'aime bien parce que c'est une femme qui a une poigne, c'est voilà, souvent les héros et les héroïnes que je mets en avant, c'est pas du tout des gens qui vont être juste dans le bon sentiment. Vous voyez, c'est pas des gens qui vont essayer de vous parler avec des beaux discours et de se faire passer pour. Ils sont pas là pour ça, quoi. Ce sont des hommes et des femmes d'action. Et donc, c'est vraiment leur action qui parle pour eux. Et ce que j'aime, c'est que du coup, on n'est pas dans la leçon de morale, etc. Mais on est vraiment des gens qui retroussent les manches, qui sont les mains dans le cambouis, et qui en fait, par leur action, embrassent véritablement toute la fragilité, la vulnérabilité de notre humanité. Ça, c'est quelque chose qui me bouleverse. Donc, ce sont souvent des hommes et des femmes qui ont une sacrée trempe. Ce sont des gens vraiment qui, voilà, ils ont des tripes et ils ont de l'audace. Ils en payent le prix aussi. Ça, c'est important de se rendre compte qu'ils y laissent de la peau. Hein. S'engager pour être au service de celles et ceux qui ont besoin, eh bien, il y a un prix à payer. Il faut le savoir. Ils payent souvent le prix fort. Mais ce qui est beau, c'est que, en revanche, ça en vaut la peine. Je pense que nous sommes nombreux à payer le prix fort d'une société qui broie l'humain. Est-ce que ça en vaut toujours la peine ? Je pense qu'on est nombreux à souvent se poser la question du sens de ce que l'on fait chaque jour. Et donc, ces hommes et ces femmes, clairement, ils soulèvent des montagnes chaque jour. C'est dur. Ils sont souvent fatigués. Mais la question du sens se pose pas. Elle est évidente. Et ça leur donne beaucoup de force. Merci pour cette mise en lumière. Je voulais revenir, Frédérique, sur votre parcours à vous, et j'aurais bien aimé que vous me racontiez la réussite professionnelle dont vous êtes la plus fière. Alors peut-être que c'est pas ce projet Imagine qui est un projet vaste et long, mais peut-être quelque chose de plus court, et que vous nous racontiez cette réussite. Waouh. Écoutez, en fait, je pense que quoi qu'il arrive, alors je ne sais pas si je dirais que c'est une réussite professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait pas à pas. Mais c'est vrai que ce projet Imagine, pour moi, c'est forcément là que ça se passe, parce que j'ai coutume de dire que le projet Imagine, cette ONG que j'ai mis en place, c'est un peu le puzzle de ma vie. Finalement, cette ONG me permet de mettre mes compétences professionnelles. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis journaliste, je suis réalisatrice, donc je mets mes compétences professionnelles au service des valeurs qui m'ont sauvée dans mon enfance. Donc on voit là qu'il y a quelque chose vraiment qui crée un cercle vertueux, quelque chose qui boucle la boucle d'une certaine façon. Et en fait, c'est vrai que en tant que journaliste, en 2008, quand j'ai eu l'inspiration de créer cette ONG, c'était justement en ayant à nouveau en mémoire, revenait dans mon cœur, dans ma tête, toute l'histoire de mon enfance. Une enfance un petit peu particulière dont j'avais jamais parlé pendant toutes ces années médiatiques. Et donc,
c'est là qu'est venue l'idée de mettre en lumière des héros humbles, parce que j'ai réalisé que mes parents adoptifs, puisque j'ai eu la chance d'être sauvée quand j'étais petite fille, vers 2 ans et demi, j'ai eu la chance d'être sauvée par un couple incroyable dans le nord de la France, donc dans les Hauts-de-France, hein, à l'île Roubaix-Tourcoing pour ceux qui connaissent. Donc Marie-Thérèse et Michel sont devenus mes parents adoptifs. Et ils se sont pas contentés de me sauver moi, on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier dans ma famille. Et donc c'est vrai que cette aventure humaine s'est faite dans l'ombre, de manière très discrète. Elle n'a pas fait la une des journaux, et pourtant, eh bien, d'un coup, ça m'est apparu comme une évidence. Mais mes parents sont des héros, quoi. Et ce sont des héros parce qu'en fait, ce type d'aventure, eh bien, demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Déjà le sacrifice de la discrétion, parce que mes parents sont des gens très timides, très discrets, et puis bah là, c'est clair qu'ils passaient plus inaperçus avec une famille comme celle-là. Et puis après, c'était cette audace, parce que ce sont des gens tout simples, pas de fortune personnelle. Donc ça veut dire qu'à chaque enfant qu'ils décidaient d'accueillir, eh bien, ils tremblaient en se disant mais comment est-ce qu'on va finir le mois, comment on va réussir à financer. Mais les questions de finances, de budget ne suffisaient pas à se dire tant pis pour cet enfant, on passe à côté, on change de trottoir, quoi. Donc il y a vraiment le fait de, parce que les enfants qu'ils ont adoptés au fur et à mesure de leur aventure, c'était justement que des enfants inadoptables, des enfants dont personne ne voulait. Et donc ça voulait dire que si eux aussi changeaient de trottoir, renonçaient, eh bien ces enfants-là étaient foutus, quoi. Et ça, c'était quelque chose qu'ils pouvaient pas, ils pouvaient pas voilà, accepter cette situation-là. Donc à chaque fois qu'ils se sont retrouvés avec un enfant qui arrivait sur leur chemin, pour lequel il y avait une situation quasi inextricable, ils avaient le cœur brisé, ils disaient on peut pas laisser de côté, on le prend. Et donc ce que j'aime, c'est qu'il y a une leçon au niveau de l'audace, il y a une leçon au niveau aussi de la responsabilité. Comment finalement ce couple ne s'est jamais détourné, n'a jamais, voilà, c'est vraiment, est-ce que on ferme les yeux et puis tant pis, ou est-ce que on décide d'embrasser le destin qui vient sur notre chemin, quoi. Et donc chaque fois, ils ont choisi la voie de l'amour, la voie de l'espérance, se dire bon bah là aujourd'hui cet enfant il est en danger, donc on le prend, on verra après, on fait confiance. Et in fine, eh bien, effectivement, ils ont eu raison de faire confiance, puisque in fine, peu à peu, il s'est passé sans arrêt des miracles qui ont fait que ça a été possible. Et ce que j'aime, c'est que je crois qu'en fait, chacun de nous, quand on décide comme ça, on a des choix à faire, des choix à poser, et chaque fois qu'on va vers le dépassement de soi, pas pour soi en plus, hein. C'est du dépassement de soi, mais pas pour soi, vraiment pour autrui. Mais en tout cas, chaque fois qu'on décide donc d'embrasser l'audace, surtout quand ce sont donc pour des valeurs extraordinaires, là c'était vraiment pour sauver des enfants. Si en fait la cause en vaut la peine, alors non seulement eh bien, vous allez poser un acte sans doute qui va être absolument révélateur pour vous comme pour la personne, voilà, dont vous vous portez secours, mais aussi vous allez être source d'inspiration et de contagion autour de vous. Nous, il n'était pas rare qu'on ouvre la porte de la maison et puis il y avait 30 kilos de patates qui nous attendaient. Donc les gens avaient compris ce qu'on vivait et donc essayaient d'aider aussi. Donc on voit que il y a quelque chose qui crée la contagion autour. Donc plus vous êtes quelqu'un qui allait vivre l'espérance au quotidien, plus vous allez aussi raviver l'espérance chez ceux qui sont autour de vous. Et ça, je crois que pas à pas, comme ça, c'est comme ça qu'on transforme l'atmosphère d'une société. Et c'est ça que je trouve passionnant. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi j'essaye de travailler avec le projet Imagine. Utiliser le gros micro, celui des médias, pour diffuser à grande échelle des messages qui nous montrent à quel point tout est possible et à quel point nous pouvons être des belles personnes individuellement et collectivement. Et donc, à partir de là, oui, nous pouvons réinventer totalement le futur et même le présent que nous vivons. Et ça, c'est vraiment porteur. Très inspirant. Quelques questions sur votre parcours de journaliste avant le projet Imagine. Est-ce que le fait d'être une femme vous a parfois mené dans des ornières, vous a confronté à des obstacles, où vous vous êtes dit, là, c'est parce que je suis une femme que je vis cette situation?
Alors, je vais vous dire, en tant que femme, j'ai évidemment vécu plein de situations qui m'ont montré à quel point c'était réducteur dans ma carrière de journaliste, de femme dans les médias. Mais même aujourd'hui, en tant que femme fondatrice d'une ONG, je suis persuadée que si j'avais été un homme, quand je vois tout ce qu'on a réussi à faire, faut savoir, cette ONG, on l'a commencé, enfin, quand j'ai commencé l'aventure, j'avais pas d'argent, pas d'équipe, pas de matos, donc on a commencé vraiment from scratch, comme on dit, en partant de rien. Et aujourd'hui, on est une ONG qui touche des dizaines de millions de personnes de par le monde, qui est reconnue par les Nations Unies, qui travaille avec énormément d'institutions nationales, internationales, etc. Enfin, on a quand même créé quelque chose d'assez formidable. On a des programmes dans les écoles, dans les universités. Enfin, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Et pourtant, je suis persuadée que si j'avais été un homme, j'aurais déjà levé 10 fois plus d'argent. Et on m'aurait fait confiance de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus impactante. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus lent, qu'il faut montrer, qu'il faut venir avec encore plus de preuves d'efficacité, de professionnalisme et de sérieux que si on est un homme. Pour moi, c'est une évidence. Et je pense que parce que ça vient de stéréotypes, de plein d'idées préconçues, et là, on est en train de parler d'une ONG, ce qui veut dire que c'est donc dans le secteur de la philanthropie. Jusqu'à présent, historiquement, une femme qui œuvre dans le secteur de la philanthropie, c'est une riche héritière qui fait ça comme sa BA, voilà, c'est son hobby, quoi. Et donc, elle est mignonne, elle est gentille, puis voilà. Alors, moi, je suis pas une riche héritière du tout. Et donc, ça veut dire que cette ONG, elle s'est vraiment bâtie d'abord et avant tout sur du travail, sur de l'expertise, sur de la professionnalisation, sur tout ça. Donc, c'est d'abord et avant tout là-dessus. Et ça, quand on est une femme, pour le faire reconnaître, c'est beaucoup plus compliqué. Dans ma carrière d'avant, en tant que journaliste et en tant que femme de médias, j'animais aussi des grosses émissions de divertissement, des gros prime time, voilà, comme les Victoires de la musique, etc. Et clairement, le fait d'être une jeune femme plutôt jolie, j'étais d'abord perçue comme étant celle qui doit être le faire-valoir d'un homme. Quand j'avais déjà toute une carrière aux États-Unis et en Angleterre quand on me demande d'animer donc pour la première fois les Victoires de la musique aux côtés de Jean-Luc Delarue. Et donc voilà, on est face à une grande cérémonie de premier plan, prime time sur France 2, etc. Et moi, à l'époque, donc je vivais à Londres où j'animais, j'avais 3-4 émissions par jour, dont un direct chaque jour avec MTV pour beaucoup de pays. Et donc j'arrivais avec toute cette expérience-là. Et quand je suis arrivée dans le bureau de Jean-Luc Delarue et de ses équipes, sur le coup, les équipes m'ont même pas laissé lui parler d'abord et ils m'ont dit voilà, alors on est en train de préparer les textes, on vous donnera ça et puis en gros, j'ai compris qu'ils me disaient qu'ils allaient tout préparer et que j'aurais qu'à rentrer dans ce que eux avaient prévu, quoi. Et là, je leur ai dit vous savez, je suis une professionnelle et en fait personne n'écrit mes textes. Et j'ai été m'adresser directement à Jean-Luc Delarue et là, il a compris que en fait, j'allais pas être juste la potiche qui venait être son faire-valoir. Et donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas à ce moment-là assertive, si vous n'êtes pas assez sûr de vous et que vous venez pas imposer un minimum de respect de votre travail et de qui vous êtes, c'est foutu, quoi. Et donc, c'est plein de stéréotypes, bien sûr. Donc, ce que vous dites là, c'est que votre audace, votre fermeté, votre confiance en vous ont été des réponses à ces situations-là. En tout cas, ça veut dire qu'il faut se faire violence pour ça. Alors, encore une fois, là, j'avais déjà un peu de bouteille, mais au tout début, voilà, quand vous êtes au tout début et que vous n'avez pas encore d'expérience, il est évident que vous allez manger les couleuvres. Mais à vous quand même de savoir jusqu'où, quelles sont les limites de l'acceptable et de l'inacceptable. C'est normal dans n'importe quelle carrière de devoir passer des étapes, de monter les échelons, d'apprendre. Ça, il n'y a pas de doute. Et donc, il faut surtout pas confondre à mettre de la fierté mal placée ou ça, c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui aime travailler, qui aime apprendre. Je sais dire quand je sais pas. Voilà. Donc, de pas mettre de la fierté mal placée. Mais par contre, il y a des limites.
qui concernent tout ce qui a trait au respect de votre personne. Et donc, au fur et à mesure que vous êtes confiante en vous sur telle ou telle compétence, il va falloir que vous sachiez les mettre en avant et les faire valoir. Donc, donc ça demande du discernement. Mais en même temps, c'est vrai que moi, je me dis toujours, cette confiance en soi, on l'acquiert pas que par soi-même, on l'acquiert aussi selon l'éducation qu'on a reçue, l'amour qu'on a reçu de nos parents, de notre entourage. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu. Donc surtout, je donne des conseils là qui ne valent que par moi, mais je veux surtout pas critiquer ou que certaines personnes puissent se sentir jugées si elles n'ont pas réussi à poser les mêmes limites, parce que véritablement, on fait comme on peut. Et donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Mais par contre, donc c'est pour ça que c'est important de continuer d'amener de la sensibilisation, de l'éducation pour permettre à toute la société de savoir mieux vivre ensemble. C'est très clair et ça va bientôt être le mot de la fin. Frédérique, je voulais savoir quel était votre prochain défi avec le projet Imagine. Alors j'en ai tellement des défis avec le projet Imagine. J'ai beaucoup de chantiers en même temps. Moi aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est pouvoir encore monter une marche en termes de déploiement, et notamment de nos programmes dans les écoles et dans les universités. Et pour cela, il faut que je lève plus de fonds. Donc du coup, j'aimerais pouvoir réussir à ouvrir la porte de grandes fondations internationales qui puissent découvrir ce que l'on fait, parce que ces grandes fondations, souvent elles interviennent quand vous avez déjà tout un historique, déjà prouvé que ce que vous mettez en place a du sens, avec des impacts, etc. Et du coup, elles peuvent se dire bon bah ok, on va vous aider maintenant à mettre en place une stratégie et à avoir les moyens pour dupliquer, répliquer, pour pouvoir avoir du volume. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi j'aimerais aller. Donc ça, c'est un des chantiers, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, et en particulier peut-être autour de la mixité au travail? Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez approfondir avant qu'on conclue? Oui, alors en fait, autant nous avons travaillé donc avec mes équipes des programmes formidables dans les écoles et les universités. Aujourd'hui, depuis notamment la crise du coronavirus, je me dis que ce serait vraiment bien qu'on réussisse à travailler un programme spécifique pour les entreprises. Parce que, encore une fois, on est toujours, nous, sur comment on va ramener toujours plus d'humanisme, d'humanité, d'empathie, de savoir-être, en plus des savoir-faire. Et je pense que dans la sphère économique et donc au sein des équipes de collaborateurs dans les entreprises, le fait d'avoir énormément de télétravail, d'avoir ce morcellement comme ça, d'avoir beaucoup moins de sociabilité, etc. Je pense que et tout cela pris dans un contexte qui est très anxiogène, avec beaucoup d'incertitudes et tout ça, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être très perturbées. Et du coup qu'il faut accompagner, qu'il faut aller rejoindre dans leur humanité. Donc j'aimerais beaucoup réussir à mettre en place des programmes spécifiques qu'on pourrait travailler avec les départements RH dans les entreprises pour ramener toujours plus d'empathie, d'écoute vraiment attentive, et pour que les hommes et les femmes qui sont censés travailler ensemble puissent encore mieux s'appréhender, se connaître, du coup se respecter et finalement s'aimer. C'est ça que j'aimerais. Donc ça, c'est un nouveau chantier que j'aimerais beaucoup ouvrir. Et c'est pas si simple, mais j'aimerais beaucoup faire ça. Oui. Merci pour ce partage. Merci beaucoup Frédérique de votre temps. Merci Perrine, merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues
ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.